Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce débat, rencontre publique organisée par les forces musicales dont vous avez perçu, je pense que le thème principal sera la question des droits culturels. Droits culturels dont on pourrait dire qu'ils sont une question neuve en France, puisque pour beaucoup, leur présence dans les débats concernant les politiques culturelles est liée à l'inscription d'une référence aux droits culturels dans deux textes de loi récents, donc la loi NOTRe portant sur l'organisation territoriale de la République de 2015 et la loi création artistique, architecture et patrimoine d'une année plus tard, 2016, qui ont par deux mentions très brèves, avec très peu de détails, indiqué simplement une chose fondamentale, c'est que désormais, l'exercice conjoint de responsabilité de la part de l'État et des collectivités territoriales en matière culturelle ou en matière de politique de soutien à la création artistique se faisait dans le respect des droits culturels, renvoyant à la convention de l'UNESCO de 2005. Et donc cette question paraît neuve. En vérité, elle ne l'est pas tout à fait, puisque les droits culturels, et Patrice Meyer-Bisch pourra tout à l'heure le rappeler, s'ancre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et c'est un sujet qui a été abondamment documenté depuis cette période. Débat donc dans des instances internationales qui ont abouti à l'adoption d'instruments de droit international précisant, détaillant ce que sont ces droits culturels. Mais pour beaucoup d'acteurs des politiques culturelles en France, en vérité, leur apparition est beaucoup plus récente, et Patrice Meyer-Bisch y est pour quelque chose, puisque c'est en 2007 qu'a été adopté le texte appelé Déclaration de Fribourg, qui est un aboutissement d'un travail qui a été animé justement par Patrice Meyer-Bisch pendant plusieurs années, groupe d'experts mandatés pour synthétiser dans un document unique ce que sont les droits culturels, ce qu'ils peuvent contenir et comment il faut les appréhender. Et ce texte donc a souvent fait référence, alors qu'il ne s'agit pas d'un instrument de droit international, mais il a été donc souvent au cœur de débats menés depuis quelques années, débats dont l'adoption des deux lois que j'ai évoquées à l'instant s'est fait l'écho. Depuis donc les lois ont été adoptées, les débats n'ont pas cessé autour des droits culturels, avec toute une série d'interrogations révélant au fond une très large ignorance de ce qui avait été discuté sur un plan international autour des droits culturels. Et débats qui me semblent aujourd'hui être en mesure d'être substantiellement complétés par la recherche-action dont nous allons rendre compte maintenant, qui a été menée dans deux structures culturelles, l'Orchestre national d'Île-de-France d'une part et l'Opéra de Rouen-Normandie d'autre part. Recherche-action donc qui a été menée notamment donc avec l'aide de Patrice Meyer-Bisch et de Christelle Blouet, qui prendra tout à l'heure la parole pour présenter ce travail, et qui va au fond continuer à alimenter la réflexion sur ce que les droits culturels peuvent apporter aux équipes et aux structures culturelles qui s'en emparent et qui veulent, dans le cadre de leurs activités de service public, les mettre en œuvre. Donc le débat d'aujourd'hui, je pense, va marquer une étape de précision, de retour d'expérience, de partage d'expérience, non plus uniquement sur l'histoire, et au fond une pédagogie un peu générale des droits culturels, mais sur ce que l'application de ces droits pourrait faire, a pu faire dans le cadre de deux institutions qui sont bien sûr à la fois emblématiques et singulières. Alors, comme vous ne le voyez pas, ce que nous avons ici, c'est une table ronde qui est à rebours de ce que les droits culturels peuvent signifier, c'est-à-dire qu'on est en position de surplomb par rapport à vous, dans un rapport frontal, donc tout à fait à l'opposé de ce que nous tentons de promouvoir comme valeur, mais néanmoins le principe est acquis entre nous, qu'il y aura donc des échanges et des prises de parole extrêmement libres. On va commencer d'abord par un retour sur cette recherche-action, en demandant donc à Christelle Blouet, qui est coordinatrice du réseau Culture 21 et qui a été chargée d'animer cette recherche-action,
d'en présenter donc, le déroulement, les modalités. Puis après, on aura 2 témoignages de 2 membres des équipes de ces 2 structures qui ont servi de terrain d'expérimentation, qui vont faire un retour assez personnel sur la façon dont ils et elles ont vécu cette expérience. Puis après, on va élargir le débat, revenir sur les responsables, directeurs de ces 2 institutions qui vont rappeler pourquoi ils ont mené cette expérience. Et enfin, on aura un débat avec les représentants à la fois des professionnels, artistes professionnels, donc syndicat CGT Spectacle, et également les directeurs d'équipements d'action culturelle, le syndicat qui prendra donc la parole à ce sujet au nom de leurs réserves d'ailleurs qu'ils avaient exprimées auparavant au sujet de ces droits culturels. Et entre-temps, on aura un petit exposé de Patrice Meyer-Bisch, puisque j'ai présenté l'expérience comme une recherche-action, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement de témoigner d'une mise en œuvre des droits culturels dans le cadre de 2 équipements, mais aussi de revenir sur les travaux à la fois juridiques et philosophiques concernant les droits culturels pour les enrichir de l'expérience. C'est donc la raison pour laquelle, au milieu de notre échange à peu près, Patrice Meyer-Bisch prendra la parole pour donner une forme de bilan, de résultat de cette expérimentation menée dans ces 2 institutions. Donc, comme je l'ai dit, Christelle Bloet, donc merci de rappeler en quelques mots ce qu'a été cette expérience, cette recherche-action menée à l'Opéra de Rouen-Normandie et à l'Orchestre national d'Île-de-France. Bonjour à tous. En quelques mots, effectivement, parce que le sujet est vaste, mais nous sommes nombreux. Donc je vais essayer d'être très synthétique. Réseau Culture 21, donc l'association que je coordonne, et l'Institut de Fribourg, coordonné par Patrice Meyer-Bisch, on est associés depuis quelques années déjà, depuis 6 ans maintenant, sur une recherche-action qui s'appelle Paideia, et qui défend l'idée de travailler les droits culturels à travers l'analyse de pratiques dans les collectivités ou les structures culturelles, sociales ou d'autres disciplines. C'est ce qu'on a mis en œuvre dans cette recherche-action, qui consiste à ne pas juste invoquer des grands principes, mais bien à essayer de s'en emparer, chacun à l'endroit où il se situe dans son métier et dans son contexte. Donc la méthode qui est proposée ici, c'est de traduire les droits culturels en contexte. Ce contexte était donc le travail de l'Orchestre national d'Île-de-France et de l'Opéra de Rouen, mené conjointement et séparément, parce que ça a été une démarche qui a permis de faire des allers-retours entre les 2 maisons et de travailler individuellement au sein de chacune des maisons, en mobilisant des volontaires, donc des personnes qui se sentaient concernées par cette démarche réflexive, qui demande de s'arrêter, de prendre un peu de temps pour regarder sa pratique et l'analyser au regard des droits culturels qui sont donc présents dans la déclaration de Fribourg. On a pour habitude de dire qu'il y en a 8 qui sont clarifiés, détaillés dans cette déclaration, qui parlent d'identité, de diversité, de patrimoine, de communauté, de participation, d'éducation, d'information et de coopération. Et c'est les 8 approches thématiques qui nous permettent d'observer les pratiques en essayant d'inviter les personnes à dire comment elles prennent en compte ces approches pour les personnes à qui elles destinent leur action, mais comment elles les prennent en compte aussi dans le travail qu'elles mènent elles-mêmes, dans le rapport avec leurs collègues, dans le rapport avec leurs partenaires, dans le rapport avec leur hiérarchie, avec les différentes parties prenantes, comme on a l'habitude de les appeler. Donc c'est autant un travail à l'externe qu'à l'interne qui est appelé dans ce travail d'analyse de pratique. Donc il y a 14 analyses de cas qui ont été ainsi réalisées. Ces analyses de cas ont comme valeur de se servir pour elles-mêmes, parce qu'elles racontent beaucoup de choses d'une pratique. Elles permettent d'aller explorer la pratique comme on n'en a pas l'habitude de faire, dans une démarche vraiment de prise de recul. Cette prise de recul nous amène à nommer pas mal de choses, en général, on a l'habitude d'en relever des enjeux principaux, mais aussi les problématiques qui se posent, et de faire naître des potentiels de propositions très précieux qui ont comme caractéristique de mettre mieux en œuvre les droits culturels des personnes. Ces analyses de cas, elles ne sont pas juste des cas qui appellent à la transformation des pratiques, elles sont aussi, c'est aussi un travail qui permet de valoriser le travail qui se fait et qui est déjà
à l'œuvre. Donc c'est un peu un double apport, autant de valorisation que d'identification des marges de progrès qu'on doit pouvoir faire dans la mise en œuvre de ces droits. Je le rappelle, pour les gens à l'interne, comme pour les destinataires de nos projets et de nos politiques publiques. Donc ces enseignements ont été retirés des différents cas et ensuite remis un petit peu ensemble, et ça donne lieu au document qui est un document de synthèse d'étapes. On livre là un document de travail, on ne livre pas quelque chose d'abouti, finalisé, donc vous pouvez le regarder avec ce regard-là. On livre un document de travail qui permet de voir à quels endroits les équipes des deux maisons ont pointé du doigt le travail de valorisation et d'amélioration des droits culturels dans leur pratique. Merci Christelle. Donc, pour ce rappel de ce qui a été expérimenté dans ces deux institutions. Alors, je n'ai pas dit une chose qui me paraît aussi importante et qui marque un moment dans nos débats et réflexions sur le droit culturel, c'est que parmi souvent les objections qu'on a pu faire à ces droits et à ceux qui pouvaient essayer de les promouvoir, c'était que des menaces s'exerçaient, selon les points de vue critiques, à l'encontre d'activités ou de valeurs qui sont au cœur de l'action culturelle et des services publics de la culture. D'une part, la création artistique, et d'autre part, souvent l'excellence, dont on estimait que finalement ces deux pratiques ou de valeurs étaient potentiellement mises en cause par les droits culturels. Et donc, ce qui a été aussi intéressant dans cette expérience, c'est que c'est justement la question de l'excellence qui a été au cœur de ce travail, avec au fond la volonté de voir ce que les droits culturels pouvaient faire de cette notion et comment on pouvait essayer de la traduire et de la conserver, de lui donner du sens à nouveau, et non pas finalement de la mettre à bas comme certains avaient pu le croire auparavant. Alors je ne sais pas si la démonstration est faite, on en parlera tout à l'heure, mais il me semble que c'était aussi un des points intéressants de ce débat que de travailler sur cette critique récurrente qui était faite à l'encontre des droits culturels, de ceux qui pouvaient les promouvoir. Alors maintenant, je voudrais passer la parole donc à deux, je ne sais pas si on peut dire représentantes et représentants des personnels, des équipes de ces institutions. D'abord, donc, Vanessa Gashtoft, vous êtes responsable de l'action culturelle et de la programmation jeune public de l'Orchestre national d'Île-de-France. Alors, on peut se dire que l'action culturelle est un domaine sensible pour les droits culturels, mais on verra tout à l'heure, avec votre cas, que même des services budgétaires peuvent aussi avoir des choses à dire sur les droits culturels. Et donc, ma première question serait de savoir comment vous-même, vous êtes impliqué dans cette recherche-action. Quelles étaient peut-être à l'origine vos positions, vos connaissances des droits culturels, comment vous les voyez à l'origine? Et ce qui amènera à une question finale, c'est comment maintenant vous les voyez et qu'est-ce que ça a pu apporter à vos pratiques? Alors il est vrai qu'au début, lorsqu'on nous a présenté ce dispositif, pour être tout à fait honnête, moi je ne connaissais pas la déclaration de Fribourg. Et le terme de droit culturel n'était pas un terme qu'on abordait au sein de l'équipe à l'orchestre et à l'extérieur non plus. Donc c'était une notion tout à fait nouvelle. Et effectivement, avec la première journée, j'ai eu l'impression d'être passée un peu dans une essoreuse à salade, où je ne savais plus trop si ce que je faisais allait dans la bonne direction, pas dans la bonne direction. J'étais un peu sceptique quand même, parce que je me disais, de par mes fonctions, l'action culturelle, on est en contact des gens, on est dans l'humain en permanence, on est avec des publics extrêmement différents sur le territoire d'Île-de-France, des enfants, des adultes, des amateurs de musique, des non-musiciens. Donc j'avais déjà l'impression de brasser très large et de me poser beaucoup de questions sur la transmission, comment être accessible notamment. Et c'est vrai que j'étais assez sceptique sur ce dispositif. Il se trouve quand même que ça a remis beaucoup de choses à plat sur ma pratique, et notamment sur poser des mots sur des concepts et sur pointer des dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir en interne dans la conception de projet, dans la relation avec les musiciens qui sont essentiels pour faire de l'action culturelle,
Et fort de ces dysfonctionnements, après avoir mis l'accent sur ces dysfonctionnements, de trouver des solutions, de les mettre en œuvre et de voir que ça fonctionne. Et que finalement, très rapidement, on arrive à des résultats. Et ça, c'est très encourageant. Vous parliez aussi au sein de l'équipe, donc la même chose. On a appris à communiquer, à mieux communiquer. On a découvert des pans de nos métiers, de nos missions que l'on ne soupçonnait pas, au sein même de l'équipe administrative, mais également entre l'équipe administrative et les musiciens, et inversement. Je pense que quelque part, on a appris à mieux se connaître, et la parole s'est considérablement libérée. Donc ça c'est un deuxième effet très positif, c'est que maintenant, je trouve que la communication est beaucoup plus fluide qu'avant, et qu'il y a moins ce quatrième mur, on pourrait dire, entre les musiciens et nous, et aussi entre nous de façon générale en interne. Donc on a un peu le sentiment qu'en fait la prise en compte des droits culturels a surtout eu des effets dans les relations que vous aviez au sein de l'orchestre, et également donc sur la possibilité de vous exprimer, de vous faire entendre, et d'entendre aussi les autres acteurs de l'orchestre, qu'ils soient donc artistes ou travaillant dans les services d'action culturelle par exemple. Oui, enfin, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vraiment, cette question de la relation humaine, elle a considérablement évolué. Et de l'écoute, du partage, de l'échange. Et avec, ou plutôt au regard de votre activité d'action culturelle, est-ce que ça vous a fait bouger? Est-ce que ça a amené à des changements, à faire des pas de côté par rapport à la façon dont vous envisagiez l'action culturelle dans un orchestre national? Je pense que oui, inconsciemment. C'est-à-dire que on a fait cette démarche pendant une année. Je pense que des choses ont bougé, mais que je n'en avais pas forcément conscience sur le moment. Et que là, en prenant un peu de recul, en voyant comment s'est déroulée la saison, en voyant aussi comment j'ai géré les projets avec mon équipe, il y a des choses que j'ai mis en place et qui ont fait évoluer nos pratiques. Par exemple? Alors, par exemple, ça va être au niveau de l'équipe, des personnes avec qui je travaille, ça va être de leur laisser plus de liberté d'expression encore pour proposer des projets, pour remettre en question certains projets qui sont existants ou qui sont à créer. On est beaucoup plus dans l'échange, force de proposition. D'accord. Et donc l'équipe était de combien de personnes? 4 personnes. Et par rapport donc au public, notamment aux scolaires, aux jeunes que vous pouvez chercher à sensibiliser, est-ce que les choses aussi ont changé ou est-ce qu'il y a des façons d'envisager les relations avec ces publics, comme on dit, qui ont évolué? Je pense aussi. L'un des exemples est très récent, c'est une enseignante qui souhaite monter un projet avec nous. Et donc on s'est rencontrés parce que je voulais comprendre exactement quels étaient ses enjeux pédagogiques, ce qu'elle voulait faire, qu'elle décrive un petit peu le profil des élèves qu'elle avait dans sa classe, etc. Et à la fin de ce rendez-vous, où il y a eu des propositions de projets de pratiques artistiques, d'ateliers qui sont arrivés, elle me dit, c'est la première fois que j'ai en face de moi un interlocuteur qui est aussi flexible dans ses propositions, qui ne vient pas avec un projet, ça va se faire en 5 séances, et étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, où on est vraiment dans la construction ensemble, en tirant parti des forces de chacun et de pallier aux éventuelles faiblesses, c'est pas exactement le mot, mais en tout cas d'apporter un plus à un existant. Donc c'est un vrai dialogue en fait avec un partenaire, plus qu'une façon d'imposer au fond une action culturelle que vous auriez entièrement définie, que simplement il s'agirait d'accepter là, avec cette école, avec ces élèves-là en particulier. Manuel Chesneau, alors vous êtes donc responsable du budget à l'Opéra de Rouen-Normandie. Même question, au fond, au moment où la recherche-action a commencé, qu'est-ce que vous saviez des droits culturels? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà entendu évoquer? Alors oui, effectivement, moi, j'en avais entendu un petit peu parler lié aux lois qui sont passées et puis aux débats qui avaient pu commencer à se faire.
Et j'ai été très agréablement surpris que l'ancien directeur Frédéric Rouls à l'époque propose que l'opéra se lance dans cette démarche action sur les droits culturels, puisque en fait ça me semblait pas forcément évident que ce soit à cet endroit-là que ça se jouait, et qu'une maison de ce type-là, avec autant de salariés, avec un tel projet, puisse s'en emparer, me semblait finalement très vertueux, et du coup, avec toute la démarche que ça implique sur le volontariat, que les gens se désignent eux-mêmes pour participer à la démarche, et que les gens prennent ça à cœur en tout cas. Et donc moi, ça m'a permis de développer les connaissances que j'avais très faibles à l'époque, et j'avais juste une vision un peu lointaine de ce que c'était, et très floue. Et effectivement, le début a été assez dense. La machine à laver est plutôt une bonne métaphore. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de textes. Il faut vraiment travailler, il faut vraiment se les approprier, il faut travailler, c'est-à-dire il faut écrire, il faut travailler les analyses de cas. Et en faisant tout ce travail qui prend du temps et qui nécessite aussi du temps de réflexion et puis de pause, ça permet de vraiment d'essayer de comprendre et d'arriver à s'en emparer. Et c'est vrai que c'est une démarche qui se fait sur quand même une certaine durée. Et en tant que responsable du budget, est-ce que vous avez, dans le cœur même de vos activités, bougé un petit peu, enfin quelque chose a changé, ou c'était plutôt votre positionnement par rapport au reste de l'équipe qui a évolué? Alors, je n'ai pas noté de changement en ce qui me concerne sur la pratique. Par contre, j'ai senti qu'il se passait des choses au sein de l'équipe, et en tout cas des membres qui avaient participé, puisque moi j'ai ressenti vraiment quelque chose d'assez fort au terme de RH en fait, et de relations interpersonnelles, de connaissances des métiers des uns et des autres, des actions des uns et des autres, et cette histoire de transversalité était assez présente, et en tout cas était un peu plus mise en lumière. Il y a quelque chose que dit Patrice Meyerbeich sur ton histoire m'intéresse, dans le sens où en parlant de ce qu'on fait, ça peut permettre de mieux comprendre et de pouvoir aller au-delà de simplement de cette histoire. Il s'est vraiment passé ça au sein enfin, en tout cas de l'opéra, sur comprendre qui faisait quoi, ou quel était le quotidien de quelqu'un par rapport à la mise en place d'un projet, et ça a permis des levées d'incompréhension par rapport à ça. Après, au sein de l'opéra, par rapport à ce qu'ont pu vivre l'ONDIF, on a mis un petit peu de temps à avoir un regard vraiment critique sur nos pratiques. C'est-à-dire qu'on était au départ plutôt prudent, un peu dans la réserve vis-à-vis de l'analyse des cas. En fait, on s'autorisait peut-être pas assez à critiquer dans le sens constructif des choses, mais voilà, donc ça nécessite aussi de ne pas s'auto-censurer, de se sentir libre de pouvoir parler, de pouvoir exprimer des avis par rapport à ça, et ça c'est une démarche aussi qui se fait au long cours. Et la question de l'excellence, vous l'avez partagée aussi, à la fois comme interrogation qui a souvent été soulevée à l'encontre des droits culturels, et en même temps comme enjeu pour vous, enfin, comment essayer de satisfaire une exigence d'excellence dans vos activités au sein de l'opéra? Alors c'est une notion qui est revenue vraiment à la fin de toute la démarche qu'on a menée. C'est-à-dire que ça a duré 1 an, il y a eu des phases plus actives que d'autres, et c'est quelque chose qui est ressorti sur la fin et qui était assez intéressant dans le processus. Et je pense que Patrice l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que la notion d'excellence, c'est pas l'excellence artistique, c'est l'excellence de l'exercice de son métier, peu importe là où on se place. Et c'est vrai que cette notion-là, elle est vraiment importante, et c'est ce qui a été fait finalement aussi dans l'analyse des cas. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a essayé de rechercher à être les meilleurs dans notre analyse pour pouvoir essayer d'en ressortir quelque chose. Et donc c'est cette notion d'excellence qui n'a pas cette notion d'excellence artistique ou de hiérarchie dans il y a des choses mieux que d'autres. C'est vraiment l'excellence par rapport à soi et par rapport à ce qu'on met en œuvre. Bien, tout à l'heure j'annonçais, donc merci beaucoup, j'annonçais qu'on avait à faire une recherche action, donc il y a eu de l'action, il y a eu un travail bien sûr réflexif sur vos actions,
Mais donc Patrice Miller-Beach, je voulais maintenant vous passer la parole pour faire cette synthèse en fait de votre travail. Alors dans la dimension ici recherche, pour voir dans quelle mesure la recherche-action qui a été menée dans ces deux institutions a pu aussi nourrir et enrichir votre réflexion sur les droits culturels. Merci beaucoup, Philippe. Il n'y a pas une dimension recherche, une dimension action. La recherche, c'est de l'action. L'action, on se retrousse les manches et on va écouter, on va parcourir, on va écouter des gens qui ont des choses différentes à dire. Et comme disait tout à l'heure notre ami, les droits culturels, ça veut dire que chacun a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». C'est pourquoi elle m'intéresse, pas seulement pour que tu puisses t'exprimer parce qu'on est tous bien gentils et on veut s'écouter, mais ton histoire m'intéresse parce que tu as quelque chose d'original à dire, de tout à fait original, et que tu as besoin d'apprendre à le dire. Et tu as besoin de maîtriser des disciplines, ou plusieurs disciplines, pour apprendre à dire ce qui est au fond de toi et qui nous intéresse tous. Et dans le cadre ici du travail de musiciens, et disons de ce qu'on appellera nous des communautés de savoir, que peut être un orchestre, que peut être un opéra, que peut être aussi un syndicat de musiciens, ce sont des communautés culturelles au sens de communautés de savoir qui partagent des valeurs communes. Eh bien, l'histoire de chaque profession, de chaque professionnel, est évidemment absolument essentielle pour comprendre le bien, pour comprendre la mission ici de ces deux institutions. Autrement dit, on ne passe pas simplement d'un idéal à la réalité. Un droit de l'homme, c'est quoi? C'est une ligne qu'on essaye de traiter de façon droite. Droite, c'est-à-dire avec droiture, pour aller voir dans le cas présent comment quelqu'un qui est dans un opéra qui, par définition, ne draine pas tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais comment il peut répondre aux droits culturels d'un nombre ouvert de personnes. Comment il peut répondre mieux, notamment à des gens qui, forcément, n'ont pas les clés pour entrer à l'opéra. Et cette question est centrale. Donc, comment répondre? Et ceci, on est directement dans cette relation sociale. Un droit de l'homme, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est une méthode. Et Christelle disait, il s'agissait de traduire en contexte, mais traduire ici, ça veut dire porter, et ça veut dire mettre à l'épreuve la compréhension qu'on a de ce droit, des libertés et des responsabilités qui y répondent, et de les mettre à l'épreuve de ce tissage d'expérience. Autrement dit, c'est un processus d'intelligence collective. Les droits culturels appellent à l'intelligence collective. Comprendre les droits culturels, c'est les pratiquer comme pour tous les droits de l'homme. Et donc de cet exercice, effectivement, nous avons tiré un certain nombre de leçons ensemble. Ce n'est pas moi le travail de chercheur, hein. On est tous des chercheurs professionnels de différents métiers et tous un peu militants dans le sens noble du terme, au sens où on sait que si on fait seulement son job, on n'y arrivera pas et que derrière, on a envie de faire quelque chose qui n'existait pas encore. Donc on a envie de participer à de la création dans ce sens-là. Et une création qui ne met pas simplement les créateurs, les artistes tout seuls quelque part en haut, mais qui fait que toute une équipe de professionnels, à tous les niveaux d'une organisation de ce type, eh bien, va participer à un acte collectif. Et l'excellence va être dans l'acte collectif. Et donc l'excellence va être dans une synergie entre toute une série de métiers. Donc vous avez dans ce petit document qui est à disposition le résultat tout frais, hein, enfin un résultat écrit, une synthèse écrite tout fait, grâce à l'excellent travail de tous nos partenaires. Il faut dire où elle est l'excellence, elle est dans le travail, y compris de Anne qui n'est pas là. Et un petit bout de mon texte, de ce que je vais dire là, se trouve là. Je ne dirai pas tout, on n'a pas le temps. J'ai aussi une version plus longue pour celles et ceux qui s'intéresseraient et qui est évidemment toujours en travail. Donc, la thématique de base, comment sortir de l'opposition entre culture populaire et culture d'élite? Comment concilier l'excellence avec la plus large participation possible? Choisir au nom de l'excellence des créateurs et des œuvres au détriment de la participation, c'est avoir une culture de l'offre et de la consommation. Choisir la participation au détriment de l'excellence, c'est risquer de demeurer dans la médiocrité et le relativisme. Donc nous sommes au cœur de cette dialectique, nous n'avons pas le choix.
au regard des droits culturels, il faut tenir les deux bouts. Nous sommes tous co-responsables de l'ignorance d'autrui. Nous sommes tous co-responsables du manque de désir d'autrui pour les grandes disciplines culturelles, les grandes disciplines qui sont des disciplines de libération, qui sont des disciplines d'admiration, qui sont des disciplines de joie et d'espoir. Comme l'est chaque discipline, je prends le mot discipline au sens fort exprès, c'est-à-dire d'une relation de maître à disciple, d'une relation de filiation et d'une relation qui permet de dire « tu ne resterais pas toujours dans la médiocrité ». Pourquoi ? Parce qu'une discipline, ça te montre des étapes. La montagne est haute, mais il y a des guides. La montagne est haute, mais les erreurs sont normales et c'est par les erreurs qu'on apprend. Donc c'est vraiment une logique de pédagogie qui est ici développée. Et donc pour chaque droit culturel, qu'est-ce qu'on va dire ? Que chacun, chacune a le droit, alors le droit moral ici, d'épanouir ce qu'il y a de meilleur en lui. Quand je dis le droit moral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans chaque droit de l'homme, vous avez un élément immédiat et qui normalement doit devenir justiciable. Qui fait que si on interdit quelqu'un, par discrimination par exemple, à pratiquer telle ou telle activité, normalement c'est condamnable. Comme pour le droit à l'éducation, si on empêche quelqu'un d'aller à l'école ou si l'éducation dans la famille est tout sauf une bonne éducation, que c'est vraiment une catastrophe, eh bien c'est condamnable. Et ça peut se porter au tribunal si le droit le permet, si le droit interne le permet, voire recours au niveau international. Mais dans chaque droit de l'homme, vous avez aussi quelque chose d'infini. Parce que l'éducation, c'est tout au long de la vie, c'est jamais fini. La liberté d'expression, vous pouvez l'empêcher, vous êtes condamné. Mais la liberté d'expression, là aussi, quelque chose d'infini. Qui est-ce qui a une liberté d'expression épanouie s'il n'est pas capable de maîtriser des disciplines culturelles ? Donc vous voyez, les droits culturels ici viennent reprendre, donner du fondement à toutes les libertés classiques pour leur donner cette puissance, on peut dire, de dignité humaine, cette puissance de création qui est en principe dans chaque être humain, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que toute discipline suppose un arrachement. D'où le terme d'excellence. Exceller, ça veut dire sortir de la cave. On est tous dans la médiocrité, si vous me permettez. Et tous, on sait, et c'est ça, la passion d'apprendre, c'est qu'on sait qu'il est possible d'en sortir. Il est possible d'en sortir en cherchant des gens intelligents, en cherchant des gens libres, et en allant avec eux chercher des œuvres construites, des œuvres artistiques, et aussi des œuvres dans la nature, en cherchant plus de science, en cherchant dans tous les métiers possibles plus de savoir sur les choses. Et donc cette excellence, ça n'est pas, quelque chose qui s'est réservé à certains. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diversité extraordinaire d'excellence. Et on a besoin de vivre de l'excellence dans une vie de famille, dans son rapport pédagogique avec ses enfants, une excellence dans le rapport au repas, une excellence dans le rapport à l'habitation, une excellence dans le rythme des fêtes, des jours de la semaine, etc. Une excellence dans la parole non verbale, une excellence dans la tendresse, une expérience dans la façon de vivre la mémoire familiale et au-delà, une excellence citoyenne aussi dans chaque groupe. Donc si certains, notamment en France, redoutent l'emploi du mot excellence sous le prétexte que celle-ci serait définie par le ministère et des académies, ça n'a aucun sens. Ne pas chercher une excellence dans un travail culturel n'a pas de sens, tout simplement pas possible. Ce travail a forcément une composante d'arrachement, non pas pour se dégager du particulier pour atteindre l'universel, mais pour aller chercher de l'universel dans chaque situation singulière. Chacun doit trouver une valeur universelle dans ses chemins, dans ce qu'il fait, dans ses rapports à son voisin, comme dans ses rapports à son instrument, à son métier. L'excellence, disait Aristote, est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Ça veut dire que ce plaidoyer, c'est un plaidoyer pour le travail. Le travail, ce n'est pas simplement une méthode de production. Le travail, ici, c'est faire que quelque chose qui n'était pas advienne. Voilà. Parfois, il faut le reproduire, mais il faut aussi produire de l'innovation, ce qui est une autre façon, plus ordinaire, de dire l'excellence. Donc, nous pouvons, pour développer cet élément-là, le résumer ici,
L'excellence est dans l'art de ces répétitions qui trouvent peu à peu leur justesse au point de créer une virtuosité acquise. La vertu, dans ce sens-là, c'est bien la force de l'art. La virtuosité, c'est une vertu qui prend en compte des contradictions pour adapter le juste son, le juste geste, la juste attitude à cette situation donnée où, effectivement, je peux faire éclater ce que je veux dire et que je n'ai pas encore réussi à dire. Et plus je suis en face d'un interlocuteur qui fronce les sourcils parce qu'on a l'impression qu'il ne comprend pas, ou on a l'impression qu'il commence à dormir, ça ne doit pas arriver dans vos orchestres. Mais à ce moment-là, évidemment, j'imagine que le musicien, comme l'orateur, il est obligé de se défoncer, si vous me passez l'expression, pour trouver une autre façon de faire sonner comme un drapeau, en quelque sorte, ce qu'il a au fond de lui. Et l'interlocuteur qui a peine à comprendre va rendre service à l'artiste, à l'orateur, mais ça peut être aussi bien au cuisinier, ça peut être aussi aux scientifiques, qui sont tous des créateurs culturels. Ça va lui rendre service parce qu'il est obligé d'aller plus loin dans la simplicité, dans le caractère aiguisé de ses gestes pour pouvoir percer, n'est-ce pas ? Pour pouvoir percer à la fois la carapace de celui qui semble ne rien comprendre, n'est-ce pas ? Alors que derrière il a une puissance qui bouillonne, et la carapace de celui qui est en acte de parler, d'offrir, de présenter, qui lui-même est encore bien trop maladroit par rapport à ce qu'il veut faire. Donc on va distinguer ici entre l'art pour l'art, qui est un but en soi, et tous les arts de faire. L'art de faire son métier, tout cela, et vous avez une excellence dans chaque métier à trouver, et il est bien clair que quand vous avez une équipe comme un orchestre, l'excellence du spectacle, je veux dire ici l'expérience de la rencontre d'un spectacle vivant, c'est bien une synergie la plus belle possible, une excellence qui est une synergie entre beaucoup d'excellences. Donc ceci doit pouvoir être vécu par chacun et chacune. C'est l'objectif. Comme un instituteur dans une classe, il ne peut pas penser simplement qu'il y a quelques élèves qui restent au fond, ce n'est pas possible. Ces élèves ont cette intelligence et s'ils n'ont pas encore reçu, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce qu'on n'a pas réussi à la chercher là où elle est, parce que l'intelligence est multiple. Les droits culturels, c'est toujours une valorisation non seulement de la diversité des ressources culturelles, mais de la diversité des porteurs, de la diversité des entrées. Mais cela n'est possible donc qu'à condition de trouver des ressources excellentes et les arts de la combinaison. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource culturelle excellente ? Ce n'est pas forcément une ressource qui a été labellisée. Parce que labelliser, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi une standardisation. Donc une ressource excellente, c'est donc une ressource qui va permettre d'éveiller le désir. Non seulement de l'éveiller parce qu'on allume et que les gens sont contents, mais d'éveiller au sens où ça ouvre en chacun un espace plus grand de liberté d'interprétation. La musique, évidemment, s'interprète, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je n'oserais pas, mais vous avez ça dans toute discipline. Quelle que soit une théorie scientifique, c'est à chaque fois un espace d'interprétation. Et une théorie scientifique est excellente si et seulement si elle ouvre un espace objectif d'interprétation où les théoriciens vont pouvoir se battre d'une façon positive et constructive, n'est-ce pas ? Et si vous prenez même un domaine religieux, une ressource religieuse est légitime et peut-être de qualité dans la mesure où elle ouvre un espace d'interprétation où les gens vont pouvoir s'affronter avec vigueur parce qu'ils partagent ensemble une intelligence collective. Une intelligence collective, ça ne veut pas dire simplement l'intelligence d'un collectif qui imposerait sa norme collective. Voilà. Une intelligence collective, c'est une intelligence qui collecte les différents savoirs au service d'un bien qui est commun à toutes les personnes qui y participent. Ce bien qui est commun, autrement dit, le commun constitue une communauté de savoirs, n'est-ce pas ? Mais qui, évidemment, est beaucoup plus large que ça. Ce bien qui est commun aux musiciens, aux gestionnaires, aux spécialistes des ressources humaines, aux spécialistes de la communication dans un orchestre, évidemment, il est potentiellement commun à un public. Et donc, je termine ici. L'excellence, ici, est dans l'art. Alors, d'abord, elle demande un engagement individuel.
mais sa conquête nécessite une œuvre commune. Nous ne sommes ni individualistes ni collectivistes, nous sommes un engagement des libertés, des initiatives individuelles, de responsabilité, mais qui permettent, qui conditionnent une mise en commun, qui valorise, si vous voulez, ces individualités dans la mesure où elles sont interrelationnées. Et ce travail d'intelligence collective, puisqu'il permet de montrer les contradictions, de valoriser dans un espace d'interprétation, non pas un bien et un mal, mais toujours deux biens. Est-ce qu'il faut faire plus fort? Est-ce qu'il faut faire moins fort? Est-ce qu'il faut plus de direction ou plus d'autonomie? Les deux valeurs sont importantes. Et donc il s'agit d'interpréter toujours dans une dialectique. Toute excellence est un art dialectique, toute excellence est un art politique. Je vous remercie. Merci Patrice. Alors effectivement, on a entendu ici le résultat d'une réflexion concernant à la fois les droits culturels et l'excellence. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'un des droits culturels est un droit à l'excellence. Ça pourrait peut-être s'affirmer. En tout cas, s'affirmer pas simplement en termes de droit d'un usager, d'un service public culturel à ce qu'il ait des rapports excellents avec l'ensemble des acteurs culturels professionnels auxquels il est confronté, mais c'est aussi au sein des équipes culturelles un droit à ce que la recherche de son excellence dans son activité personnelle soit reconnue et qu'il y ait un vrai dialogue avec les autres acteurs de la même institution ou la même équipe culturelle. Tout à l'heure, j'avais annoncé, je vais juste donner rapidement la parole maintenant à des professionnels du champ culturel, à la fois les deux responsables des équipements où cette expérimentation s'est développée, Fabienne Voisin et Loïc Lachenal d'abord, et puis après, donc, on aura un échange sans doute un peu plus long autour des positions qu'avait pu prendre le Syndéac, représenté ici par sa présidente Marie-Josée Malice, et puis avec Marc Slipper pour la CGT artiste. Donc on aura un débat, je pense, un peu plus long avec vous, parce qu'effectivement la question de l'excellence était aussi une des questions, une des critiques ou une des inquiétudes que vous aviez à l'encontre des droits culturels. Fabienne d'abord, donc pour revenir sur cette expérience et ses raisons. Bonjour. Voilà. Merci de me passer la parole après Patrice. C'est très confortable. Je vais revenir sur quelque chose d'un petit peu plus terre à terre. D'abord parce qu'il est intéressant de montrer la trajectoire. J'étais dans une position extrêmement sceptique, probablement comme certains d'entre vous, en ayant ici même dans cette cour, je ne sais plus, il y a 3-4 ans, assisté à un débat qui présentait la chose d'une façon qui, je dois le dire, était assez angoissante, les droits culturels. En gros, j'étais reparti de cela en me disant, très bien, il va falloir que j'annonce à mon directeur musical que demain, n'importe qui va pouvoir prendre sa place. Pas chose facile, surtout quand on considère que les chefs d'orchestre sont plutôt des gens à qui on ne prend pas la place. Et il m'a fallu un certain temps pour, avec Loïc et avec les forces musicales, donc le syndicat des opéras et des orchestres réunis, pour se poser la question de se dire il faut que nous nous emparions, que nous instruisions cette question-là de façon à pouvoir nous-mêmes nous dire ce que, au regard de nos maisons et des missions de service public que nous portons, comment on allait la conjuguer. Et c'est pas à pas, et j'insiste sur cela, au final, cette expérience, on arrive au bout de cette phase d'expérimentation, au terme de laquelle nous souhaitons avoir construit des pistes de travail, mais il a été un temps assez considérable. Je dois remercier ici les deux équipes qui ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'assiduité, au milieu d'une saison qu'on sait tous, vous êtes tous des acteurs culturels, combien elle est extrêmement dense. Donc ce temps, il est nécessaire dans la réflexion. Et évidemment, mon évolution a été considérable. Je dois dire que la première des choses à laquelle je ne m'attendais pas a été, je pensais que les droits culturels allaient fortifier, au fur et à mesure où nous travaillons, notre perception, notre façon de nous adresser au public quel qu'il soit. La première des surprises a été
que ça a eu un effet sur les équipes absolument phénoménal. De la meilleure compréhension des enjeux, de la mission à mener, et également de la reconnaissance de leur excellence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Patrice, dans chacun de leurs domaines. Et je dois dire que s'il y a une des premières choses qui est absolument puissante et qui finalement sérénise les gens, c'est que c'est un révélateur de l'individu. C'est-à-dire qu'on passe finalement de celui qui se sent le tuyau duquel on va donner, voilà la mission, et voilà vous êtes qu'un tuyau pour pouvoir l'exécuter, ça en fait devenir quelqu'un qui est extrêmement éveillé, extrêmement acteur, extrêmement nourrissant, et qui devient finalement, c'est une reconnaissance de l'autre, de sa différence, de sa compétence et de son évolution possible au sein de cette équipe collective. J'allais dire que c'est un révélateur qui va créer le désir encore plus que ce qu'on pouvait mener avant, et je peux vous dire que c'est un orchestre qui était extrêmement investi dans l'action culturelle, qui va créer le désir de venir à la rencontre de l'orchestre, comme le désir de la façon dont on va donner la possibilité d'inviter l'autre à venir au concert. C'est également un fortifiant dans l'excellence de la relation. C'est-à-dire que chacun a pu regarder l'autre au sein d'une équipe qu'il connaissait depuis longtemps, puisque je sais que certains sont là depuis longtemps dans l'équipe, pour redécouvrir quelle est la fonction de l'autre et se dire que au terme de la fonction, il peut lui aussi nourrir ce collectif. Je vais vous raconter simplement une petite anecdote à ce stade. Nous avons une comptable qui est merveilleuse au demeurant et qui s'est elle-même senti le droit de participer à des choses auxquelles elle ne participait pas jusque-là. Ça a reconnu sa compétence et en même temps son droit, moi que je craignais tant, à venir participer à quelque chose. Et nous avons maintenant un service comptable, alors je le redis, hein, c'était des gens qui étaient formidables, mais qui du coup participent à nourrir une réflexion et leur vision des choses a patiné d'une certaine forme, d'une certaine façon, l'expérience qu'on proposait au public. Et elle-même participe, du coup, à représenter l'orchestre dans certaines discussions à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez des maisons dans lesquelles il y a des comptables, je vous encourage à regarder cela au sein de vous-même, et juste pour avoir la conscience de ce que ça peut métamorphoser. Voilà, moi je dirais ce premier tour de table, c'est un outil de réflexion dans la mise en œuvre de la politique culturelle qui est formidable. Là où j'avais une crainte, une peur, comme quoi il ne faut jamais écouter sa peur, c'est pas la bonne conseillère, qui est venue conforter cela. Je redis, nous avions, nous, Orchestre Opéra, l'absolue nécessité de nous saisir de cela, et j'allais dire que par l'instruction, ça a complètement transformé notre vision de ces droits culturels dont personnellement j'avais peur. Alors je crois que d'ailleurs qu'on peut... en lisant ce document qui synthétise l'expérience, à la fois voir que la question de l'excellence s'est déclinée pas seulement dans l'interprétation des œuvres, mais également dans l'ensemble des activités de l'orchestre et de l'opéra sans doute, et également aussi que vous affirmez au final qu'il y a au fond des arts qui s'exécutent ou qui s'exercent dans vos établissements. Et donc l'art n'est pas simplement le fait d'interpréter encore une fois une œuvre, mais on parle de l'art d'accueillir ou d'être accueilli, de l'art de partager la saveur d'une œuvre, etc., de l'art d'enrichir un écosystème. En fait, il y a au fond une espèce d'activité artistique qui s'exerce au fond dans l'ensemble de vos maisons et pas simplement dans l'orchestre ou les chœurs. Loïc, de votre côté, donc, les raisons de cette participation et puis le bilan que vous en tirez aussi pour l'opéra de Rouen-Normandie. Je ne vais pas répéter des choses que Fabienne a déjà bien énoncées et qui ont déjà été dites avant, mais moi j'ai vécu la chose de manière un peu différente dans le temps, puisqu'on était un peu à l'initiative de cette étude quand j'étais responsable du syndicat professionnel, et l'ironie le destin fait que j'ai retrouvé ce travail sur le terrain en arrivant à la tête de cette maison de l'Opéra de Rouen.
le sujet des droits culturels, il est arrivé de manière un peu, comme je l'ai pris sous l'angle syndical au départ, presque un peu polémique d'une certaine manière. À la fois du poil à gratter, parce que ça rebattait pas mal de notions, ça en amenait de nouvelles, etc. Et puis aussi des intuitions. Et les quelques intuitions que j'avais, c'était de se dire on ne peut pas revendiquer d'être opérateur d'un service public sur les territoires, relié à la permanence comme on l'est dans les opéras et les orchestres, sans finalement travailler, réfléchir autour de ces notions. Ces notions, pour moi, elles renvoyaient à des questions d'altérité, à la question de l'universel aussi, avec la question de la générosité qui va avec. C'est-à-dire, peut-être que Marie-Josée, qui est avant tout une artiste, nous le dira, mais je ne connais pas beaucoup d'artistes qui, consciemment ou pas, ne portent pas par générosité l'envie que leur œuvre soit comprise, aimée, ressentie par le plus grand nombre. Donc cette question, elle était aussi présente à mon esprit. Et puis avec aussi toute cette question de positionnement liée à l'ouverture, la diversité culturelle. Et finalement, ça m'a ouvert une notion un peu simple, c'est d'essayer de développer une culture de partenariat qui était en fait considérer tout le monde comme des partenaires, quelque niveau que ce soit. Et un partenaire, ça se respecte, ça s'écoute et ça s'entend, quoi. Donc c'est comme ça qu'on est un peu rentré et qu'après moi j'ai réfléchi un peu ces notions. Et alors du coup comment je les ai vécues dans le cadre de l'étude, c'est que ça a été un moyen de rencontrer une équipe au travail assez formidable pour moi dans la réalité, ça il faut le dire. Et après Fabienne l'a beaucoup dit, c'est aussi une façon d'analyser nos pratiques, une façon de faire vivre des notions qui étaient importantes pour moi, et qui sont présentes dans des cahiers des charges mais pas forcément en dynamique. Et c'est une question que tout le monde, du coup, avec ces notions, peut emparer, éclairer et revendiquer après. Merci. Alors, tout à l'heure, je l'annonçais, donc effectivement, la question de l'excellence était une des premières thématiques d'objection qui étaient faites, lancées contre les promoteurs des droits culturels. Et je crois que c'est une preuve de bonne santé démocratique que de voir que dans ce pays, même si une loi a été adoptée, même 2 lois ont été adoptées, en faisant le cadre dans lequel maintenant s'exerce la responsabilité conjointe de l'État et des collectivités territoriales en matière culturelle ou de politique de la création, il y a quand même débat autour de cette notion, donc un sain débat, et que cette recherche-action a vocation aussi à nourrir. Alors, Marie-Josée Malice, donc je l'ai dit, vous êtes présidente du Syndéac, dont je peux dire qu'on a senti quand même des réserves assez fortes à l'encontre des droits culturels. Pas une opposition frontale, mais une forme de scepticisme, ou en tout cas d'appréhension de risques potentiels, peut-être liés à un contexte politique particulier, dans le cadre duquel ces droits ont été installés maintenant, posés dans un cadre législatif. Et donc je voulais savoir, d'abord, peut-être quelles étaient vos réserves, de façon synthétique, sur ces droits culturels, là où il y avait pour vous matière à débat. Et après ce que vous avez pu entendre, qu'est-ce que vous pensez de ces expériences, en tout cas de ce que vous en avez connu? Est-ce qu'elles sont de nature à faire évoluer des positions, ou est-ce que finalement elles vous conviennent et vous semblent finalement de nature à être très largement diffusées, peut-être généralisées à un ensemble plus important d'institutions culturelles? Bonsoir, donc merci. Oui, il y a eu une expression de réserve, mais qui concernait beaucoup plus l'instrumentalisation de la notion que la notion elle-même, en fait. Donc c'est de ça que je voudrais d'abord parler. Quand le Syndéac s'est exprimé sur les droits culturels, c'était dans un contexte d'ailleurs électoral, et de panique idéologique qu'on a ressenti chez pas mal d'élus, qui du coup se saisissaient de la notion de droit culturel, non pas de manière, je crois, sérieuse, mais de manière en effet faible, pour opposer en un sens la mission universelle de l'art à des pratiques d'identification communautariste, en fait. D'où le fait... Donc sous l'idée que vous ne représentez pas la totalité des publics, vous ne permettez pas à la totalité des publics d'accéder ni aux œuvres ni aux pratiques.
Et il y a donc de nouveau une espèce comme ça de nécessité de faire droit à ce qui s'appelait, et s'appelle encore malheureusement, la diversité culturelle, etc. Donc c'est à ce moment-là que nous avons pris la parole, de manière très très circonstancielle, je dois le dire, hein. Et pas tellement, vous le voyez, sur la question de l'excellence, mais sur cette question, au fond, qui est une question essentielle pour les artistes, sur la question, au fond, de la représentativité et l'identitarisme, en fait. En un sens, quand les artistes du SADEAC et les directeurs de lieux se sont exprimés sur la question, c'était pour dire, mais nous sommes des acteurs de la transformation sociale, en fait. Si nous faisons de l'art, c'est parce que nous croyons que l'art n'est pas le lieu de strict reflet des identités en présence dans la société, mais c'est parce que nous croyons que par l'art, nous allons construire quelque chose de nouveau. Donc là où les élus nous disaient « soyez représentatifs, faites entrer les cultures existantes dans vos maisons », nous disions « attention, ce que nous voulons faire avec les gens, et nous sommes d'accord pour dire que nous devons être infiniment plus hospitaliers, mais nous disions, attention, ce que nous voulons faire avec les gens, c'est continuer à construire et à pratiquer des formes qui nous changent, qui nous transforment, enfin qui réalisent le projet de fabrication de l'humanité par elle-même, quoi. Donc, quand les élus utilisaient la notion de droit culturel, c'était pas du tout comme un plaidoyer pour le travail, c'était pas du tout comme un plaidoyer pour la discipline, c'était vraiment comme une espèce comme ça d'injonction à baisser notre vocation, à n'être plus que le simple réceptacle des modes d'expression et des identités existantes. Alors c'est comme ça que, si vous voulez, c'est là-dessus, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est là-dessus qu'on est intervenu. Donc moi, par ailleurs, c'est mon obsession personnelle, qui est que réellement, moi, je suis une formaliste, au sens où je crois que notre travail est celui de la formalisation, de l'invention de formes, en effet, qui permettent que s'expriment les désirs, les imaginaires, la construction d'une symbolisation, d'une subjectivité nouvelle dont nous avons tous besoin pour traiter ce qui est en impasse dans nos vies et dans la société. À cet égard, les droits culturels, mais comme l'était l'éducation populaire, etc., pour moi, est un outil que je considère comme un outil valable, enfin, au sens où si c'est de ça qu'il s'agit, hein, si c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire dire que nous avons tous besoin des connaissances, de se connaître, de se rencontrer, de faire droit à ce que chacun porte comme capacité infinie, hein, et dire nous allons tous travailler là-dessus, ensemble, chacun avec son expertise, alors oui, je n'ai aucun problème avec ça. Je dirais même que c'est le cœur de mon métier, en fait, hein. Je n'ai pas de problème avec... Voilà, mais donc voilà, nous, on a réagi de manière polémique, si bien que moi, presque, j'aurais une question à vous adresser, mais peut-être que ce n'est pas le lieu, qui est au fond... C'est tout à fait, hein, qu'est-ce qui distingue les droits culturels des pratiques existantes dans les lieux d'art aujourd'hui? Je n'arrive pas très bien, au fond, à le cerner, en fait. En dépit, je vois que ce qui est précieux, c'est que vous apportez peut-être des protocoles, enfin, vous vous êtes mis à théoriser vos pratiques de manière plus sérieuse que nous n'avons pris l'habitude de le faire parce que nous considérons, nous, que nous faisons, bon, alors, bon, voilà, peut-être ça, et donc c'est un aiguillon pour nous, ça nous permet d'accéder peut-être à une plus grande intelligibilité ou plus grande force revendicative de ce que nous faisons. Mais au fond, ce qui distingue mon travail des droits culturels, je ne vois pas très bien ce que c'est, en fait. Donc voilà. C'est une excellente question qu'on va vite poser, à moins que Marc, qui a pris le micro, veuille prendre suite la parole pour enrichir. Mais en tout cas, cette question, au fond, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça apporte de neuf dans le traitement de ces questions? D'accord. Mais écoute, donc Marc, à toi la parole. Je vais intervenir là-dessus. D'abord, bon, petite citation aussi au passage de Woody Allen: Dieu n'existe pas et nous sommes son peuple élu. Je trouve tout ce qui a été exprimé par rapport à
à ce document, l'excellence est un art, je trouve qu'il y a quand même des oublis qu'il aurait été important de rappeler. Tout d'abord, ce travail se fait dans le service public des arts et de la culture qui repose sur la permanence artistique. C'est-à-dire que les artistes-interprètes sont des permanents de leurs institutions et la pérennité de leurs institutions repose sur la pérennité du service public et la pérennité des artistes et des salariés qui la constituent. Je crois que c'est quand même important de ne pas oublier cette chose-là. Premier point. Deuxième point, voilà des décennies que les artistes-interprètes et les salariés de ces structures se battent pour maintenir ces structures et pour maintenir la permanence artistique qui est remise en cause. Il y a eu des luttes, il y a eu des mobilisations nombreuses. Deuxième point très important, qui répond un peu, enfin, à ma façon, à ce que disait ma voisine, on a oublié de dire que ce document, tous les items ont été abordés lorsque nous avons élaboré conjointement avec l'État les arrêtés sur les labels et les missions publiques confiées à ces institutions. Tous les items y sont. Tous les items y sont. Donc, ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est que pour une fois, on a un texte de label, de mission que l'État confie à des institutions culturelles. On a pour la première fois un travail d'échange sur ces textes avec l'ensemble des salariés qui la mettent en œuvre. Alors ça, c'est vraiment une avancée considérable. Je ne crois pas que ça soit une revendication nouvelle au niveau des syndicats de salariés, et notamment de la CGT. Lorsque nous avons négocié ces labels, nous n'avons cessé de revendiquer les instances à l'intérieur de l'institution, mais surtout sur le travail, sur l'action culturelle, sur l'accueil de la pratique en amateur, sur la politique en direction des publics. Et ça fait effectivement des mois et des années que nous travaillons là-dessus. Alors qu'on appelle ça droit culturel, moi ça ne me dérange pas, mais disons que ça n'est pas une nouveauté par rapport à des pratiques et par rapport à des textes que nous avons nourris et construits pour nourrir le service public des arts et de la culture. Donc ça me paraît une chose importante. Reste encore un certain nombre de sujets par rapport à ce que vous dites sur le partage, la place dans les institutions, qu'on n'a pas encore réglé, qui est une revendication d'ailleurs des musiciennes et des musiciens, sur leur consultation pour la désignation d'un directeur musical. C'est encore un sujet de débat, droit culturel ou pas, qui reste dans nos institutions. Ça, c'est un deuxième point. Donc, nous avons des réticences par rapport au droit culturel. Que les droits culturels soient un droit de l'homme, on en tient compte, mais qu'est-ce que ça règle? Qu'est-ce que ça règle? Je rappelle quand même que les droits de l'homme existent, que la France a joué un rôle énormément sur la déclaration des droits de l'homme. Ça n'a pas empêché la France de torturer en Algérie, de tirer sur les Algériens à Sétif ou ailleurs. Ça n'a pas empêché, par rapport aux droits de l'homme, l'Europe de se consulter et de se regarder en chien de fusil par rapport à l'accueil aujourd'hui de tous ces gens qui prennent la mer, chassés par la misère et chassés par les violences et par la négation de leurs droits. Donc, tous les droits sont un combat, droit culturel en tête. Je rappelle que nous avons dans notre Constitution le droit au logement. Allez demander à tous les militants du DAL si ça n'est pas un combat et que ce n'est pas avec droit au logement dans la Constitution qu'on va avancer. Mais par contre, dans la déclaration de Fribourg, nous trouvons un certain nombre d'ambiguïtés. Ce sera un combat pour ne pas perdre l'essentiel par rapport à un certain nombre de choses qui y sont dites, notamment sur le droit à l'éducation. Et quand l'école de la République ou l'école qu'on a en face de soi ne nous plaît pas, on peut constituer l'école qu'on veut. C'est dans le texte. Alors on va nous dire, c'est les textes internationaux. Mais c'est un combat.
Nous, la mainmise en Europe du marché sur toutes les décisions, nous les remettons en cause et les droits culturels ne remettent pas ça en cause. Alors c'est une avancée qu'on parle de droits culturels à côté des droits de l'homme, mais pour autant, on aura tout à construire par rapport au débat pour rendre ces droits effectifs, pour se battre pour que les politiques publiques continuent. Et là, on a une expérience qui s'est faite sur les services publics des arts et de la culture, mais dans tout le secteur capitaliste de la culture, qu'est-ce que va donner les droits culturels? Je rappelle que comme politique publique, la ville de Marseille et la ville de Bordeaux n'ont pas hésité à donner 1 million d'euros aux producteurs de Johnny Hallyday pour baisser de 10 € la place des concerts qui était descendue de 50 € à 40 €. Ça n'est pas une politique culturelle, on nous racontera ce qu'on veut, et droits culturels ou pas, on saura lever becs et ongles par rapport à tout ça. Donc, si vous voulez, c'est pas la notion de droit culturel qui nous gêne. C'est le fait, pour certains, d'avoir un discours qui dit que ça règle tout. Or, ça ne règle rien. Ça ne règle absolument rien. On est toujours dans la même situation de se battre contre les politiques culturelles populistes, contre les politiques communautaristes qui font fleuresse aujourd'hui, bien que la loi ait adopté les droits culturels. Et donc, on se battra toujours pour rendre effective la démocratie culturelle, l'exercice des droits et de tous les droits, et on sait que c'est un combat. Bien, merci Marc pour ce plaidoyer véhément. En même temps, si j'ai bien entendu, cette réserve à propos de, au fond, qu'est-ce qu'apportent ces droits? Si un combat peut se faire pour rendre un droit effectif, il faut bien que le droit existe et soit reconnu. Donc il y a peut-être ici déjà une avancée. Mais je crois que Loïc voulait commencer à répondre à vos deux questions, au fond, oui. À propos donc de son expérience. Directement pour Marc, je crois, et puis après pour... Oui, c'est pas tellement une réponse tellement précise à une question, et je ne vais pas réussir à parler avec autant de passion que Marc, mais sur l'interrogation qui était un peu conjointe sur finalement qu'est-ce que ça change dans les intuitions dont on parlait tout à l'heure, moi aussi j'avais cette intuition de dire mais c'est pas vrai, ces structures culturelles qui sont permanentes, pérennes, installées dans le territoire, toute la densité du travail qui est fait sur le développement, sur l'accompagnement des publics, comment se fait-il que, effectivement, par l'instrumentalisation des notions de droit culturel, c'était quelque chose qui pouvait nous revenir en boomerang d'une certaine manière. Moi je suis comme vous, je ne fais pas du tout le procès de considérer que la démocratisation culturelle a failli. C'est tellement violent pour les gens qui travaillent depuis tellement d'années au partage, à la découverte, etc. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça amène de plus? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça permet effectivement, Marc, tu as raison, toutes ces notions, c'est nos missions de service public qu'on a continué à développer et à écrire. Mais dans un cahier des charges, elles ont quelque chose d'affirmé, un peu péremptoire, qui pour des équipes au travail sont un tout petit peu... voilà, elles sont écrites. Et aujourd'hui, de travailler ces notions avec les équipes sur le terrain, ça permet de les faire vivre en dynamique. Et finalement, ça permet aussi de faire vivre un peu autre chose. Je veux dire, on a tous travaillé à faire venir des gens, on a tous travaillé à faire découvrir. Et bien, en s'emparant de ces notions, finalement, en se décentrant un tout petit peu nous-mêmes, cette notion dont on parlait tout à l'heure d'ouverture et de partenariat fait que finalement on se dédouane de l'injonction. Et pour arriver au même but à la fin, qui est donner à tous la capacité de s'émouvoir du présent, des créations que les artistes portent, tout ça est en partage. C'est ce que Patrice dit beaucoup dans l'idée de créer du désir, c'est-à-dire de transformer un petit peu le vocabulaire pour ne plus être dans l'injonction de faire venir, mais arriver à créer du désir pour que les gens aient envie de revenir et de revenir. Voilà. Après, on sera à vos côtés toujours pour défendre le service public, des politiques publiques volontaristes. Bien évidemment, le public, le privé, c'est pas la même chose, on le sait, c'est le rapport aux œuvres, c'est le rapport aux artistes, c'est le rapport au public. Et ça, évidemment, c'est au cœur de notre travail de continuer à les défendre, ça c'est sûr. Alors je retiens aussi la question de Marie-Josée Malice sur, au fond, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ce n'est pas dans la continuité de ce qui se faisait déjà? Est-ce que c'est juste une question de vocabulaire?
Ou est-ce que c'est un vrai changement? C'est une question très sincère, hein, très précise en fait. Hein. C'est pas du tout pour vous dire on le fait déjà, merci, très beaucoup bien. C'est vraiment pour savoir qu'est-ce que c'est que ça permet. Alors j'imagine que ça a trait à ce que nous cherchons tous. Hein. Nous cherchons tous une sorte de nouveau, entre guillemets, rituel. En tout cas, nous cherchons tous à travailler très sérieusement à l'idée que, tant dans la politique que dans l'art, ce n'est pas certains qui doivent parler pour nous ou certains qui doivent nous représenter, mais que nous devons tous travailler à porter par nous-mêmes les choses de notre destinée individuelle et collective. Donc j'imagine que les questions d'horizontalité, tout ce qu'on peut aussi travailler très sérieusement sur le déplacement des places, enfin, ou l'ouverture des places, ou la transformation des places existantes, ça on le cherche tous. Donc est-ce que, moi ce que je veux savoir c'est, au fond plus précisément encore, comment les droits culturels peuvent m'aider dans cette grande démarche de transformation que j'estime égalitaire en fait. Et c'est vraiment au titre de la transformation que ça m'intéresse en fait. Hein, voilà. Et beaucoup plus si vous voulez, parce qu'à cet égard vous entendez que moi je ne redoute pas que quelqu'un qui soit pas expert capture l'excellence. Enfin, ça m'est complètement, je ne le redoute pas, je ne raisonne pas du tout comme ça. Mais je ne veux pas raisonner non plus de manière statique. Je ne veux pas reconnaître seulement ce qui est là. Je veux contribuer à une transformation égalitaire. Voilà, c'est ça que je cherche. Christelle, si tu veux. Je veux bien. Le micro est étrange. Je veux bien tenter, en tout cas, d'apporter quelques éléments de témoignage qui ne sont pas une réponse finie, mais il me semble, et je pense que le public et nombre de personnes dans le public pourront en témoigner dans le travail qu'elles ont pu faire, parce qu'on a quelques personnes qui ont travaillé avec cette démarche depuis quelques années aussi, pour voir à quel endroit ça vient bouger les lignes et changer le logiciel avec lequel on se met au travail. Je crois que la finalité de la politique publique, au-delà de la poser dans la restriction de la démocratisation, parce que je crois qu'on la dépasse là, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, on la dépasse. On est dans une ambition de développement de démocratie et je crois dans un questionnement de en quoi nos missions contribuent réellement à développer cette démocratie ou n'y contribuent pas. Et déjà, quand on pose la question de ce point de vue-là, on se rend compte que beaucoup d'institutions se disent que peut-être, il y a quand même des marges de transformation considérables à adopter. Pour autant, une fois qu'on l'a posé, ce constat, on ne sait pas forcément comment faire parce qu'on a l'impression d'y mettre les meilleures intentions du monde. Les droits culturels tels qu'ils sont clarifiés avec la déclaration de Fribourg donnent des outils de travail pour penser ce repositionnement de la manière dont on répond à cette ambition. Et tous les témoignages convergent vers ça. Nous, ça fait 6 ans qu'on utilise cette méthode d'analyse de pratique. On a collecté plus de 350 analyses de cas et je pense que ces quelques centaines de personnes témoignent tous de la même chose. C'est qu'après avoir pensé être un monsieur Jourdain des droits culturels, ils se disent tous « Ah non, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une marge considérable de transformation ». Dans cette vision transformative de la société, avec une vision très dynamique de ce qu'est l'identité, on est archi d'accord là-dessus, mais avec une vraie conscience que nos pratiques ont à se transformer pour atteindre cette ambition. Vraiment. Et je crois que le monsieur Jourdain, il a franchi d'un travail qui est à faire et qui est un effort dont on ne peut pas s'affranchir. Nous, on défend vraiment cette idée-là. Merci. Pour rebondir sur 2 choses, d'abord sur les exemples que Marc a cités, je crois que les droits culturels, alors moi je ne suis pas là pour défendre les droits culturels, je suis pour constater ce que ça nous a fait et ce qu'on veut essayer ensuite de transmettre à toutes les maisons, puisque je le redis, il était absolument nécessaire d'instruire le sujet. Et le mot instruire nécessite du temps, je le redis. Mais les droits culturels ne seront jamais, comme n'importe quel autre concept, une réponse ni à la connerie ni à la facilité, Marc. Hein, tu vois, ça n'apportera pas, ça va pas nous simplifier forcément la vie là-dessus. L'instrumentalisation, elle restera toujours, et c'est justement, je pense, un contrepoids à apporter par cette instruction, et donc les pistes que ça va nous offrir à pouvoir développer. Je le redis, ce que tu vois faire, ça crée un désir et surtout le plaisir de la curiosité de l'autre.
à tous les étages de la fusée, que ce soit en interne ou que ce soit l'interne, lorsqu'il va concevoir des outils qui sont ceux que nous avions. En tout cas, ça a amélioré les outils que nous avions conçus. Et puis, peut-être deuxième point, en quoi c'est différent des politiques d'action culturelle que nous pouvions mener, c'est d'abord que c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Et le fait d'avoir Patrice à nos côtés, ça élève le débat, ça le déplace aussi dans ce que ça a fait à la billetterie, aux relations publiques. Vous vous rendez compte de l'entièreté de l'équipe qui est à ce moment-là mobilisée. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas quelqu'un qui donne un ordre dans une entreprise. Bon, je pense que je n'étais pas tout à fait comme ça néanmoins, mais au demeurant, ça va bien redire que chacun à sa position est un acteur puissant de la façon de concevoir l'outil pour faire venir les gens et créer ce désir. Donc la méthode utilisée a été, Marie-Josée, extrêmement puissante, parce que dès lors, elle était déjà imbibée des droits culturels, d'une certaine façon. Et on va plus loin, et je suis d'accord, il y a quelque chose, cette notion, en toute humilité, parce que justement, ça travaille aussi beaucoup sur l'humilité, qui va essayer d'aller, avec un plaisir inouï, essayer de transformer la société à la place à laquelle nous sommes. Je vois Wilfried Wedding est ici. Par exemple, les droits culturels, ça a confirmé l'envie que vous aviez à l'Action culturelle de créer ces partenariats et d'aller dire, mais au fond, qu'est-ce que tu peux nous amener? Qu'est-ce que tu peux dire de ce projet? Il y a quelque chose qui résonne. Alors, évidemment, au début, je le redis, moi j'étais de ceux qui disaient, mais ça on le fait déjà. Mais c'est tellement pas vrai aujourd'hui, un an après que nous ayons fait cette expérience. Merci. Patrice, est-ce que vous voulez aussi réagir? Ah, Loïc, pardon, vas-y. Tout à fait, sur l'angle pratique, sur le qu'est-ce que ça a changé. Moi, très vite, le premier chose que ça a bougé en tant que directeur de structure jeune, alors pas jeune par coquetterie, mais jeune pas que quelques mois, c'est la question du langage. C'est-à-dire comment on parle de nous. Effectivement, tout ce travail lié à l'altérité, ça m'a beaucoup interpellé sur finalement comment il fallait, je ne sais pas si c'est vraiment fait, mais comment, en tout cas, avec ces travaux-là, avec cet état d'esprit qui commençait à générer, comment nous-mêmes, on se remettait à parler de nos productions, de notre activité, nous-mêmes de notre sentiment d'ouverture. En bannissant, de fait, il fallait bannir un certain nombre de jargons, choses éculées, qui étaient soit pas efficaces, soit même intimidantes. Et par exemple, en tout cas, la question du langage, mis en œuvre pour parler de nos activités, d'écrire ce qu'on fait, sans intimider, en invitant beaucoup, c'est quelque chose qui a tout de suite résonné, en tout cas. Patrice ? Oui, merci. Je m'empresse de dire que ce n'est pas ma présence qui a élevé le débat, Fabienne, mais c'est toute une communauté de travail internationale. Et il ne faut en tout cas pas rester dans un débat franco-français parce qu'avec ça, on n'en sort pas. C'est des valeurs universelles, ce n'est pas des valeurs républicaines françaises, ce sont des valeurs universelles qui sont appropriées et vécues d'une façon originale au niveau de la France et que d'autres pays vivent aussi d'une façon originale. On a pu changer, faire profondément la constitution du nouvel État de Mexico et la politique culturelle de Mexico City. Je reviens du Burkina Faso où on fait un travail de ce type avec des cas d'école sur le droit à l'éducation de base en tant que droit culturel. Donc c'est des éléments de travail, de récolte, de connaissances qui sont sur le terrain. Voilà. Donc j'ai du mal à répondre à votre question en 5 minutes parce que c'est un énorme travail avec beaucoup d'aspects. La question du langage est centrale. Parce que pour communiquer, il faut réajuster les mots. Alors, c'était le mot de communauté culturelle qui était devenu un tabou parce que l'État français étant lui-même communautarien, il n'acceptait aucune autre communauté. Ou que la diversité culturelle, en France, on considère ça comme quelqu'un qui vient d'un groupe ethnique ou d'un autre. Alors que la diversité culturelle, c'est d'abord la diversité des personnes, c'est la diversité des métiers, c'est la diversité des milieux, c'est la diversité des temps que l'on utilise, etc. Et tous ces croisements de diversité qui font de la richesse culturelle. Alors en termes plus précis, le travail d'un espace de service public a souvent, et est encore aujourd'hui souvent, réduit à une logique de l'offre. Or, nous sommes ici dans une logique de réponse à des droits fondamentaux, ce qui est assez différent.
Parce que le titulaire d'un droit fondamental, ici en l'occurrence le droit de participer à la vie culturelle, pour prendre le droit culturel de l'article 27 de la Déclaration universelle, reprise dans le pacte, eh bien, c'est le droit non seulement de consommer, d'avoir accès à une offre culturelle, mais c'est aussi de pratiquer, c'est d'interpréter et c'est de contribuer. Et donc à ce moment-là, ça implique d'aller chercher, non pas seulement, comme disait Marc, on l'a déjà fait parce qu'on n'avait pas attendu ça pour revendiquer que l'ensemble des salariés puissent contribuer et être consultés et participer. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas seulement l'ensemble des salariés, c'est l'ensemble des professionnels et c'est l'ensemble de toutes les parties prenantes. Et donc ici, il s'agit de croiser des savoirs qui souvent ne se croisent pas. Autrement dit, nous avons une double approche. Une première approche qui est systématique, logique d'inventaire. Allons chercher sur le terrain, quand je dis le terrain, c'est dans un opéra, c'est dans un département, c'est dans une ville, là où on travaille en ce moment, dans des villes, dans des départements, dans des régions, et le cas original ici de 2 institutions et d'un syndicat, d'aller chercher sur le terrain systématiquement toutes les ressources culturelles qui existent. D'abord en termes d'acteurs, mais aussi tout autre. Ça peut être des objets, comme dans une enquête patrimoniale, n'est-ce pas, où on va aller chercher tout ce qui existe, et dans la mémoire d'une institution aussi. Donc il y a une logique d'inventaire à faire qui est transdisciplinaire, qui est transinstitutionnelle, qui est souvent aussi au niveau administratif qui décloisonne, parce qu'on est obligé de chercher ces connexions. Mais cette démarche systématique pourrait être complètement fatigante si on a simplement un inventaire. Donc elle vient nourrir une logique systémique où on va considérer chaque lieu, chaque activité, qu'il s'agisse aussi bien d'un syndicat que d'une institution culturelle comme un opéra ou une médiathèque ou le service culturel d'un hôpital psychiatrique avec lequel on a travaillé, c'est absolument extraordinaire, eh bien, chacun est considéré comme un écosystème culturel, où on doit croiser des savoirs nouveaux. Autrement dit, le débat Marx sur les droits de l'homme, ça ne sert à rien, il faut oublier ça, parce que c'est les principes même de la révolution, c'est de croire aux droits de l'homme. Les droits de l'homme restent révolutionnaires, et je pense que les droits culturels sont les plus révolutionnaires, parce qu'ils consistent à penser que chaque droit de l'homme, chaque homme, le plus pauvre qu'il soit, est capable de savoir. Qu'il n'y a pas des hommes qui sont sans culture, mais il y a des hommes dont les puissances culturelles sont bafouées, sont méprisées. Et donc de donner à chacun, de redonner, mais d'instruire, parce que chacun n'est pas savant au berceau, et donc il faut évidemment apprendre les uns les autres et donner cette chance. C'était bien l'idée de l'école républicaine et de tout ce service public, nous sommes d'accord, mais d'aller chercher dans la diversité des savoirs leur croisement. Et non, nous sommes en deçà du compte. Il y a beaucoup de gens trop pauvres aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres gens qui ne participent pas à cette jouissance culturelle, qui n'ont pas cette expérience profonde de paix. Donc il faut changer quelque chose. Et donc ici, en tant que droit de l'homme, l'ensemble des droits culturels, mais avec les autres droits de l'homme, eh bien, apparaît comme un impératif déjà, de dire il faut quelque part changer notre grammaire. Voilà. Et si on veut chercher comment réaliser un droit, il y a sa continuité. Voilà. Comment effectivement, pas seulement on passe de l'idéal à la réalisation, pourquoi? Parce que les droits de l'homme ont toujours été conquis sur le terrain. Ils ont été conquis par des militants, ils ont été conquis par des combats, tu le disais tout à l'heure. Et donc, mais on doit trouver l'intelligence de ces combats, parce que les gens s'essoufflent. Hein? Et les gens qui n'obéissent pas simplement à la ligne déjà fixée, à la ligne souvent descendante, n'est-ce pas, s'essoufflent. Il s'agit à chaque fois de prendre des risques, de prendre des coups, et d'aller s'affronter à toute forme d'ignorance, voilà, et toute forme de violence aussi, de précaré. Donc ceci dit, il s'agit par ce type d'analyse de cas d'école d'aller chercher une intelligence de terrain, une intelligence territoriale, une intelligence des systèmes, où on découvre que la pauvreté, ce n'est pas seulement une absence de richesse, ce n'est pas d'abord une absence de budget, mais c'est qu'il y a beaucoup de ressources culturelles dans les territoires qui sont gaspillés. Et c'est là-dessus qu'il nous faut travailler ensemble. Alors je me réjouis, si vous êtes d'accord avec le Syndéac, d'entrer en débat plus profond pour qu'on puisse regarder
comment dire, démonstration à l'appui, démonstration partagée, enquête partagée. Alors pour respecter les droits culturels de celles et ceux qui nous écoutent depuis déjà un bon moment, je vais en profiter pour passer la parole à celle ou à celui qui veut la prendre pour revenir sur l'expérience ou redébattre de façon encore plus fondamentale des droits culturels. Merci. Merci, je vous remercie de ce débat et depuis un petit moment, je brûle de poser une question. Je voudrais savoir si le droit culturel est opposable. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ah, pardon. Joël Dupuis pour le SINAVI, Syndicat national des arts vivants. Alors, droit culturel, droit opposable, question juridique. Un droit de l'homme est d'abord une notion politique. Et qu'on commence par déclarer, qu'on commence à clarifier d'un point de vue politique, et petit à petit organiser son effectivité, c'est-à-dire que le droit prenne son effet. Il va prendre son effet dans des politiques, qu'on inscrit progressivement dans des lois au fur et à mesure où ça se clarifie, que les lois font leur effet. À partir du moment où les chances sont assez précises, on peut distinguer entre ce qu'on appelle le noyau dur du droit, c'est-à-dire, comme dans le droit à l'éducation, si vous voulez, si des parents n'envoient pas leur enfant à l'école, alors effectivement c'est opposable, on peut porter l'affaire au tribunal. La même chose si quelqu'un ne peut pas rentrer dans un concert parce qu'il est discriminé. Alors selon les cas, selon le motif de discrimination, on peut porter au tribunal. Donc avec le principe de non-discrimination, il y a beaucoup de choses qui sont opposables déjà. Ceci dit, le fait qu'ils soient opposables, c'est-à-dire qu'ils soient finalement peuvent être portés au tribunal justiciable, n'est qu'un élément second, je n'ai pas dit secondaire, mais second de l'affaire. Tant qu'on n'est pas d'accord sur des principes politiques fondamentaux, qu'on n'est pas d'accord sur la façon de les réaliser et non seulement de les financer, mais de concevoir autrement les ressources et les synergies et la transversalité des politiques, il n'est pas possible de les rendre directement opposables, ce serait prématuré et contre-productif. Et vous avez dans chaque droit de l'homme, vous avez des parties qui sont malheureusement ou pas non opposables. C'est ce qu'on appelle un devoir de positivité juridique qui va prendre pas mal d'années encore. Ça n'empêche pas qu'il soit contraignant déjà maintenant, d'un point de vue éthique et politique. Et on peut avoir des contraintes économiques de toutes sortes. J'ajoute encore que même dans le ministère de la Culture, qui était, il y a 10 ans, pas tellement favorable à ça, la déclaration de Fribourg était intégrée dans le droit des contrats que je ne sais pas quel bureau du ministère faisait avec ATD Carmonde, une ONG extrêmement pionnière dans ce domaine-là. Donc vous pouvez appliquer directement un certain nombre de valeurs. À partir du moment où vous avez un texte écrit, vous pouvez déjà le mettre dans un contrat. À partir de ce moment-là, ça devient opposable. Donc il y a beaucoup de voies en droit, aux différents niveaux du droit. Et puis évidemment, vous avez la voie longue, la voie internationale, qui fait que vous pouvez porter plainte vis-à-vis de l'État français si vous avez l'impression que votre droit de participer à la vie culturelle a été violé, et ce sera porté au Conseil des droits de l'homme à Genève, et les ONG pourront faire un rapport explicatif, etc. etc. Je parle sur un point particulier où j'aimerais repartir d'Avignon avec des réponses sur le droit à l'accès culturel. Le droit à l'accès culturel, je ne sais pas ce que c'est, il faudrait expliquer un petit peu. Sur l'équité territoriale d'accès aux droits pour, par exemple, avoir dans des territoires, il n'y a pas forcément des théâtres ou des conservatoires. Or, les villes ne peuvent pas se doter d'outils et d'équipements, mais par contre se relient entre elles pour que les usagers aient une tarification sociale, donc équitable. Or, il y a des villes qui mettent des freins pour X et Y raisons, sûrement peut-être financières, je ne sais pas. Mais oui. Ma question est, du coup, à cet endroit-là, est-ce que l'on peut avoir un droit opposable pour avoir un accès équitable pour les citoyens ? Donc, à ma connaissance, ça n'a pas trop été fait, mais j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de voies... C'est pour ça que je vous pose la question, vous êtes le spécialiste. Il y a des voies indirectes, mais il y a des façons indirectes, je veux dire, en droit, d'utiliser un autre droit pour... Mais ceci dit, si vous avez la capacité de documenter une situation extrêmement précise,
vous pouvez directement adresser une, je ne sais pas si ça s'appelle une plainte ou une requête auprès du défenseur des droits de la République. Et on a eu un contact avec son équipe. Et s'ils reçoivent des requêtes de ce type, ils sont prêts à les instruire. Et ce serait absolument excellent pour faire avancer une jurisprudence dans ce domaine-là. Donc la voie est juridiquement possible. Elle n'est pas ou extrêmement peu utilisée jusqu'à présent. Voilà. Mais ça viendra. Je vais le faire. Merci. Marc Slipper voulait répondre. J'ajouterais aussi, mais c'est un petit point de complément, je pense plutôt à une situation où on fermerait des services publics culturels qui existaient, bibliothèques, conservatoires qui seraient fermés et qui empêcheraient donc de bénéficier de leurs services. Je pense quand même que là, il y aurait des moyens de recours, mais il faudrait que des justiciables dont les droits seraient mis en cause ici fassent des recours pour qu'on voit s'il y a une réponse de la justice. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut être tenté. Et la réponse qui vous a été donnée sur les contrats, effectivement, dans les contrats conclus entre des collectivités publiques et des acteurs culturels, si on y met les droits culturels, comme le décret de la Communauté française de Belgique sur les centres culturels, pourrait permettre de donner la consistance juridique à ces droits aussi. Marc ? Oui, je voulais dire quelques mots par rapport à ça sur l'équité territoriale. En tout cas, elle est dans la loi. Elle est dans la loi. Bah oui, elle est dans la loi LCAP. Elle précise bien, de façon assez longue, l'accès pour tous, ce qu'on entend par l'accès pour tous, les pratiques pour toutes et tous, et l'équité territoriale, etc. Après, effectivement, le recours, il faudrait des citoyens, comme ça a été dit, mais il y a une chose qui n'est pas couverte du tout par la loi, au contraire, et par rien, c'est un certain nombre de collectivités publiques qui vendent les équipements et qui privatisent les équipements avec des politiques de rachat de grands groupes capitalistes aujourd'hui qui rachètent des salles de concert, qui rachètent des salles de spectacle. Et là, il n'y a aucun instrument, ni dans la loi, ni ailleurs, ni à travers les droits culturels pour s'y opposer. Et ça, c'est vraiment un vide considérable. C'est comme une collectivité qui privatise son service des eaux. S'il y a bien quelque chose qui doit rester service public, on le sait, le débat sur l'eau. Or, on a des collectivités publiques qui ont privatisé leur service des eaux. Et là, droit de l'homme ou pas droit de l'homme, j'ai dit que c'était un combat, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis par rapport au débat qu'on a. On partage des grandes valeurs, évidemment, y compris qui intègrent les pratiques, l'élargissement des pratiques, et qui pose la question d'ailleurs des responsabilités de l'école par rapport à ça. Donc on n'est pas en désaccord par rapport à ça, mais c'est vrai que par rapport à tous ces débats, et notamment, je le répète, la privatisation des services des eaux par des collectivités publiques, nous n'avons aucun recours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Jérôme Argé-Lefebvre, je suis violoniste à l'Orchestre National d'Île-de-France, donc effectivement très concerné par ce qui se passe et ce qui se dit aujourd'hui. Et bon, j'avais pas spécialement l'intention de prendre la parole en venant, mais disons que tout ce qui s'est passé me donne envie de la prendre. Parce que j'aurais envie peut-être un petit peu de recentrer le débat sur vraiment la raison d'être on peut dire de cette année de rencontres, de travail qu'il y a eu, même si pour des raisons personnelles de santé, j'ai malheureusement pas pu finir cette année comme je l'aurais souhaité, mais disons que j'ai quand même été, sauf à la fin, très présent à toutes les réunions de travail, qu'elles soient à Rouen ou qu'elles soient à Alfortville. Et je voudrais dire que déjà, je pense pas, alors peut-être suis-je très naïf, hein, mais je ne pense pas que les droits culturels ou la déclaration de Fribourg soient une machine de guerre contre le service public ou la permanence de l'emploi ou le salariat. Je pense que vraiment, il s'agit de quelque chose qui est ni pour ni contre, qui est ailleurs et qui est effectivement international et pas du tout franco-français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu tout à l'heure Christelle parler de M. Jourdain. Je crois que c'est tout à fait ça, parce que
Bon, au début, je suis d'un naturel, c'est vrai, assez curieux et également, mes responsabilités syndicales, disons, m'entraînent à essayer de m'ouvrir à beaucoup de choses, à beaucoup de débats. Et lorsque j'ai donc déclaré que je souhaitais participer à cette année de travail, droit culturel, je me suis dit, droit culturel, il y a le mot culture là-dedans, donc de toute façon, on fait ça à longueur d'année. Quelque part, je pensais qu'on allait un petit peu, assez vite, enfoncer des portes ouvertes. Et puis je me suis aperçu que non seulement la porte, elle n'était pas ouverte, elle était fermée, mais je me suis même cassé le nez dessus au départ. Donc on est loin d'une porte ouverte. Pourquoi je me suis cassé le nez dessus au départ ? Parce que déjà, il y a une question de vocabulaire, une question de sémantique. C'est vrai que la déclaration de Fribourg s'est rédigée dans un langage qu'en tant que musicien, on n'a pas tellement l'habitude de pratiquer. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi des concepts, et notamment un concept, alors je vais essayer de ne pas faire trop long parce que l'heure s'avance, mais il y a un concept sur lequel j'ai particulièrement buté pendant un bon bout de temps, c'est le concept de communauté. Parce que, on le sait très bien, la République française, et à mon avis à juste titre, c'est tout à fait fondé en opposition sur la notion de communautarisme. Donc de communautarisme, c'est pas évident. Et j'ai pris beaucoup de temps finalement à démêler ce que dans la déclaration de Fribourg recouvrait le terme de communauté, c'est-à-dire en fait de communauté élective et d'affinité élective. Voilà. Donc ça a été le premier écueil. Il est vrai aussi que je crois qu'avant même, et c'est là vraiment là-dessus, ça va être le cœur de ma courte intervention, je crois qu'avant même de modifier les rapports entre l'orchestre et son public, la véritable déflagration de ce processus, encore une fois, de diagnostic interne, parce que c'est comme ça qu'il a été annoncé, et je rejoins tout à fait en ce sens les propos de Vanessa au début de son intervention, c'est que ça a été une véritable bombe en interne, entre nous, et déjà en premier lieu, je dirais, entre les deux grandes, je ne veux pas dire catégories parce que ce n'est pas un joli mot, mais entre les deux familles de salariés que sont les salariés artistes et les salariés administratifs. Et ça a vraiment été, là aussi je ne vais pas raconter parce qu'on y sera encore à 10h ce soir, mais chacun de notre côté, il y a vraiment des fois où on est tombé de notre chaise. Simplement parce que pour la première fois, on prenait le temps de se parler entre nous. Donc ce qui veut dire que cette année de diagnostic interne, elle a commencé par déjà nous faire beaucoup de bien en interne. Et ça, j'insiste énormément là-dessus. Alors bien évidemment, ça n'a pas été fait dans le confort. Je peux vous dire qu'il y a eu des émotions. Moi, j'ai vu des gens pleurer, hein. Il y a des gens ne pas arriver à retenir leurs émotions et à retenir leurs larmes pendant ces séances de travail. Et donc, c'est vrai que ces séances ont eu un impact qui pouvait être vécu comme dérangeant. Mais dérangeant, ça ne veut pas dire ni infructueux, ni nocif. Je crois qu'il faut être très clair sur la signification des mots. Et vraiment... Le premier effet, pour synthétiser encore une fois, c'est que ça nous entraîne, il faut bien comprendre, et c'est là où je trouve que le choix a été particulièrement judicieux, c'est que pour reprendre un mot, une expression que j'ai trouvée très jolie, qui a été utilisée par un participant dans une rencontre il y a 2-3 jours, ici même, c'est que donc cette déclaration de Fribourg donne, sur les droits culturels, donne en quelque sorte... une définition, je dirais, vaporeuse de la culture, c'est-à-dire quelque chose qui s'étend. Alors que, et donc qui est a priori tout à fait antinomique avec nos maisons, alors que ce soit l'Opéra de Rouen, que ce soit l'Orchestre national d'Île-de-France, qui sont des orchestres nationaux, permanents, à nomenclature. Donc des choses hyper établies,
hyper hiérarchisé, hyper codifié. Et donc, a priori, c'était le mariage de la carpe et du lapin. Et effectivement, quand je me suis retrouvé au début dans ces réunions, moi qui arrivais en étant persuadé de dire, bon, les droits culturels, la culture, je fais ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, je me suis retrouvé un petit peu dans la situation, vous savez, de ces jeunes enfants à qui on donne des jouets, et ils doivent rentrer des figures géométriques dans un socle. Et pendant plusieurs séances, j'ai eu l'impression de vouloir faire rentrer un carré dans un triangle. Et évidemment, ça ne rentrait pas. Donc, il a fallu effectivement faire tout ce travail. Et je crois que ça a été un moment important. Mon seul regret, c'est que ce côté par rapport, là je parle aux collègues de ma famille, encore une fois, pour reprendre ce mot, de ma famille, donc des musiciens. Je crois que cette année de travail a été vécue comme quelque chose de, si ce n'est menaçant, en tout cas de quelque chose d'inquiétant, et que donc on était quelques-uns au début, mais très vite les gens ne sont plus venus, et je me suis retrouvé le seul musicien dans cette année de travail. Je le regrette, parce que je crois que justement pour vivre de l'intérieur et pour ressentir l'impact de ce grand chamboulement en interne, eh ben, il faut être présent. Et que si on n'est pas présent, évidemment, on ne peut pas le vivre. Merci. Bien, merci pour ce beau témoignage. Il y a une demande de parole, donc une dernière demande de parole, alors je pense, oui. Voilà, je suis désolée, j'interviens effectivement un peu tard, simplement pour dire que j'ai bien compris toute la transformation qui s'est passée dans vos institutions. Moi, je suis donc Laurence Weickambourg, directrice de la culture dans la Manche, en Normandie. Un travail qui a été conduit de la même manière qu'il vous a été présenté ici, mais là, au-delà d'un département, au-delà de services, de direction, qu'elle soit de la culture, du social, de l'éducation, etc. On a entamé effectivement ce même travail depuis plus d'1 an, élargi aux acteurs culturels avec le plus possible, donc avec des rencontres totalement en extérieur, dans le territoire, de manière équilibrée, également aussi sur les distances que chacun pouvait avoir pour rejoindre nos réflexions. Et ce que je voulais juste témoigner, c'est dire que au-delà d'un travail personnel et d'une évolution effectivement personnelle que ça a pu procurer chez chacun, et ça a été suffisamment exprimé, au-delà de cet enrichissement de travailler aussi tout secteur confondu et de venir élever les actions qui sont conduites. Aujourd'hui, chez nous, c'est plus de 42 cas d'écoles qui ont été rédigés et analysés. Mais c'est aussi d'impliquer l'ensemble des acteurs à la politique et quelle politique culturelle on veut construire demain ensemble. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça dans la Manche, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en action. Et ça veut dire que demain, évaluer un projet ou le considérer, il sera pensé autrement. Et il sera aussi compris autrement pourquoi la collectivité ou telle autre collectivité n'interviendra pas, pourquoi on essaiera en tout cas de partager ces éléments d'évaluation et de contexte. Voilà. Bien, merci encore pour ce dernier témoignage. Alors, je crois qu'on doit maintenant conclure cette séance. Moi, je retiendrai tout particulièrement qu'elle a permis quand même de clarifier le débat qu'il y a entre des organisations, notamment d'artistes et de directeurs d'équipements d'affaires culturelles, à propos des droits culturels, et bien sûr face à ceux qui les promeuvent. On a vu ici que la question finalement de qui maintenant va programmer, est-ce que les programmateurs vont disparaître et chacun va devenir programmateur, cette question-là est largement dépassée, on l'a entendu. Il me semble qu'on a ici apporté beaucoup autour de la question de l'excellence, même si elle n'était pas fondamentale d'après ce que j'ai entendu, mais il me semble quand même l'avoir régulièrement vu, lu ou entendu dans des débats à ce sujet. Et par contre, il y a 2 points sur lesquels il y a encore, je crois, un dialogue à avoir. C'est la question qu'a rappelé donc Marie-Josée Malice, qui a dû nous quitter pour prendre un train, la question de l'ambition de transformation sociale. Et on voit qu'elle a obtenu quelques réponses d'après vos 2 témoignages
en disant, au fond, on ne va pas commencer tout de suite par transformer la société, mais d'abord aussi que les acteurs culturels, professionnels ou militants, se transforment un petit peu, s'interrogent, et les droits culturels sont un bon moyen de s'interroger sur ces pratiques, sur ces valeurs, sur le sens de l'action. Et donc il y a ici quelque chose qui serait une forme de transformation sociale qui passerait d'abord par les acteurs culturels avant effectivement de se déployer à l'ensemble des parties prenantes de leurs actions. Et il y a un deuxième thème, alors qui n'a pas été trop abordé, on a parlé un peu de communauté, il me semble que c'est la question de l'identité. Marie-Josée Malice l'a mise en avant tout à l'heure. Christelle Blouet a répondu, mais très rapidement en parlant d'une conception dynamique de l'identité, donc qui n'est pas statique, à la différence de ce que l'on croit. Et je crois qu'il y a ici un thème et un terme qui va être en débat, qui peut encore être en débat. La question de l'identité, en tout cas ce terme revient, je crois, dans la déclaration de Fribourg, qui n'était pas tout à fait présent, enfin qui n'était pas présent dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Et du coup, cette question, dans un contexte marqué par des revendications identitaires, cette question, il faut se la poser. Est-ce que ce terme-là, on le reprend? Est-ce qu'on ne le reprend pas? Comment on le définit? Comment être certain de parler de la même chose lorsque l'on parle d'identité? Je crois qu'il y aura encore un débat à développer à ce sujet. En tout cas, merci à tous d'y avoir contribué. Merci d'avoir restitué cette expérience, cette recherche-action. Merci pour ces premières conclusions. Et puis, merci aussi pour ce débat avec les porteurs de ces expériences. Bonne fin de journée à tous. Merci Philippe Tellier. Merci Philippe Tellier.